La dopamine n'est pas l'hormone du plaisir. Wouah! La dopamine, c'est le dernier maillon. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup. C'est parce que, quoi que vous fassiez, vous faites bouger votre dopamine. Addiction au sucre, addiction au sport, addiction au café. C'est quoi, c'est une tendance? Quand j'avais l'âge de passer le bac, et le médecin m'a donné des petites pilules roses, ce qui est important à dire, c'est que j'ai eu pratiquement la note maximum à cet examen. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces petites pilules roses? Alors, dans ces petites pilules roses, il y avait... Quelles sont les drogues qu'il ne faut absolument ne jamais toucher? Avant de prendre de la cocaïne, on ne sait pas si on va devenir addict ou non. Est-ce que vous êtes en mesure d'identifier une personne qui est sous substance? Oui, certainement. Des hommes politiques aussi? Alors bien sûr, ce que fait le tabac, qui est très particulier, c'est qu'il y a dans le tabac évidemment de la nicotine, qui en elle-même, par elle-même, n'est pas un produit extrêmement addictif. Est-ce qu'il y a des experts comme vous qui collaborent avec des narcotrafiquants pour créer des substances de plus en plus addictives? Bien sûr, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Quand je scrolle sur mon téléphone, qu'est-ce qui se passe exactement dans mon cerveau? Il faut comprendre qu'il y a deux modes de fonctionnement. Un mode qu'on appelle analogique et puis un autre mode qui est le mode qu'on appelle cognitif. Et donc l'analogique va devenir une source de plaisir. Actuellement, ce qui m'enthousiasme, c'est qu'on a développé un médicament contre l'addiction. Quel est le meilleur conseil que vous pouvez donner à une personne qui fume et qui aimerait arrêter? Alors, j'ai un conseil qui a marché. Il est très paradoxal, je vous préviens. Il faut, chaque jour, alcool, tabac, écran, jeu. Pourquoi ces comportements deviennent-ils compulsifs? Quels circuits cérébraux sont en jeu? Et surtout, est-il possible de sortir durablement de l'emprise d'une addiction? Il est souvent difficile de se défaire de certaines habitudes, même lorsque nous avons pleinement conscience de leurs effets négatifs. Est-ce une simple question de volonté ou existe-t-il d'autres mécanismes qui court-circuitent notre capacité à décider librement? On invoque souvent la dopamine pour expliquer l'addiction, mais la réalité est bien plus complexe. Pour y voir plus clair, j'ai l'honneur d'accueillir un expert qui a consacré sa carrière à décrypter les mécanismes de la dépendance. Neurobiologiste, directeur de recherche émérite à l'INSERM, il sait mieux que personne comment décoder les mystères du cerveau, et vous allez voir qu'il brise de nombreuses idées reçues. Professeur Jean-Paul Tassin, bonjour et bienvenue dans le Manal Show. Bonjour. Alors professeur, je suis très heureuse de vous recevoir dans cet épisode parce que nous allons parler de sujets qui m'intéressent beaucoup et je pense qu'ils vont aussi beaucoup intéresser les personnes qui nous écoutent. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, vous faites beaucoup de choses. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre travail? Mon travail, c'est d'essayer d'analyser au niveau des cerveaux d'animaux, essentiellement, les mécanismes qui peuvent expliquer non seulement l'addiction, mais un certain nombre de phénomènes, comme la dépression, voire même un certain nombre de maladies mentales, y compris le TDAH, qui est très connu. Voilà, c'est ça mon travail, c'est de travailler sur des animaux afin d'extrapoler et de pouvoir comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'un être humain, étant bien entendu qu'il y a des différences, mais il y a énormément de similitudes entre les deux cerveaux, surtout les cerveaux de souris, de rats et d'hommes. Et est-ce qu'il y a une idée reçue que vous avez envie justement de briser concernant la dopamine qu'on entend beaucoup, des idées que vous aimeriez un petit peu remettre en place aujourd'hui? Oui, bien sûr. La dopamine, on en entend parler beaucoup, y compris sur France Inter. On en parle beaucoup et on dit toujours la dopamine, c'est le plaisir. Ce qui n'est pas complètement faux, mais ce qui n'est pas complètement vrai non plus. La dopamine, c'est un neuromodulateur qui a la particularité de ne pas être justement un neurotransmetteur. Voulez-vous que je vous explique ce que ça signifie? J'aimerais beaucoup, oui. La différence entre les deux. Parce que le neurotransmetteur, ce sont des molécules qui vont être libérées par des neurones vers d'autres neurones et qui envoient un message de type téléphonique. Le téléphone portable, vous allez d'une structure à une autre structure et des molécules comme le GABA, l'acide glutamique sont libérées et permettent les communications entre les 86 milliards de neurones qu'il y a dans le cerveau. Okay. Ça, ce sont des neurotransmetteurs. Et puis la dopamine fait partie d'un autre groupe qui est ce qu'on appelle les monoamines. Il y a la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine. Ce sont des autres molécules qui ont la particularité non pas de transmettre un message type téléphonique, mais un message de type radiophonique.
C'est-à-dire que vous avez un émetteur qui se trouve rue François 1er pour n'importe où. Et à partir du moment où vous avez un récepteur, une radio, vous entendez le message. Donc toutes les structures, ou presque, reçoivent des messages de ces monoamines, mais ces monoamines ne sont pas des neurotransmetteurs, ce sont des neuromodulateurs, c'est-à-dire qu'elles décident en fonction des situations des structures qu'il faut activer. Par exemple, si vous voulez courir, vous allez activer des structures différentes, en particulier sous-corticales ou motrices. Et si vous voulez penser, vous allez activer d'autres structures comme le cortex. Vous voyez, et ça, ce sont les monoamines qui décident de cette hiérarchie entre les structures corticales et sous-corticales. Et ce qui est important à savoir, c'est que les transmetteurs, les neurotransmetteurs, les cellules qui transmettent des messages sont extraordinairement nombreuses. Il y a par exemple 86 milliards. Mais lorsque vous parlez de neuromodulateurs, à ce moment-là, on est au niveau de millions. C'est-à-dire qu'on passe de 1 milliard à 1 million. Et ces cellules sont fragiles. Comme elles sont fragiles, il arrive que si elles dégénèrent, eh bien, il y a un certain nombre de maladies qui peuvent apparaître, en particulier la maladie de Parkinson, que presque tout le monde connaît, qui est due justement à la dégénérescence de ces monoamines. Pas n'importe lesquelles, en l'occurrence c'est surtout la dopamine, mais aussi la noradrénaline. Alors, ça peut paraître un peu complexe, dit comme ça, parce que, évidemment, vous avez une approche scientifique. Pour monsieur et madame tout le monde qui nous écoutent aujourd'hui, comprendre vraiment comment ça fonctionne dans le cerveau, quel effet ça a, en fait, immédiat, la dopamine, sur notre cerveau? Je crois qu'on peut prendre l'exemple des drogues. Oui, quand vous prenez de l'amphétamine ou de la cocaïne, à ce moment-là, vous avez une activation, une augmentation de la libération de ces monoamines, en particulier de la dopamine et de la noradrénaline. Et les structures qui reçoivent ce message sont activées, c'est-à-dire qu'elles sont plus efficaces. Je pourrais vous donner un exemple qui m'est arrivé personnellement. Quand j'avais, quand l'âge de passer le bac, ma mère était très inquiète parce que j'étais très distrait. Okay. Donc elle m'a emmené chez le médecin et elle a dit il est capable de partir sans rendre sa copie. C'était son angoisse. Et le médecin m'a donné des petites pilules roses en me disant tu prends ça pendant 15 jours avant le bac et puis une fois que tu as fini, tu jettes le tube. Okay. Donc j'ai pris ces petites pilules roses, une par jour, et en fait ça ne faisait pas grand-chose. Et puis le jour du bac, je me suis dit c'est un peu bête parce que ça fait rien, donc je vais en prendre plusieurs. Donc j'ai pris plusieurs petites pilules roses. Et je me suis retrouvé en l'examen de physique-chimie dans un état d'excitation intense et j'étais capable de faire le problème extrêmement vite. J'en étais à la 4e question. L'autre, mon voisin à qui je demandais les résultats, n'avait pas fini la première. Ah oui. Le surveillant voulait me faire sortir parce que j'étais très excité. Et finalement, j'ai rendu ma copie 1 heure avant et je suis sorti en chantant et en disant « c'est la plus grande réussite de ma vie, c'est la plus grande réussite de ma vie ». Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces petites pilules roses? Alors, dans ces petites pilules roses, il y avait du maxiton glutamique, qui est maintenant interdit à la vente en pharmacie, mais qui est en fait de l'amphétamine. Okay. Donc, cette amphétamine a créé une excitation, une hyperlibération de monoamine, de dopamine et de noradrénaline dans mes structures corticales. Et donc, j'ai pu aller très vite. Mais ce qui est important à dire, c'est que j'ai eu pratiquement la note maximum à cet examen. Ah oui, d'accord. Ça veut dire que ce n'était pas du fantasme. Mais j'avais évidemment travaillé, j'avais appris. Mais j'ai pu, grâce à cette molécule, concentrer mon énergie et donner, sans vraiment l'avoir recherché, donner le maximum. Bon, inutile de vous dire que le soir, je n'ai pas pu m'endormir et que le lendemain, je suis allé passer l'épreuve de mathématiques dans le brouillard. Parce que j'avais compris que c'était lié à ces pilules, je n'ai pas osé en reprendre. Mais donc, du coup, j'étais épuisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça marche. Ça marche, mais derrière ça, il y a un prix à payer d'une certaine façon. Quel a été le prix à payer alors? Le prix à payer, c'est d'avoir une note de mathématiques bien inférieure à celle que j'avais d'habitude. Parce que je n'avais pas osé en reprendre. En fait, il aurait presque fallu que je reprenne pour pouvoir retrouver un niveau normal. Mais c'est un peu le piège finalement, parce que quand on se retrouve dans cette situation-là, on a envie d'en reprendre. On a envie de ressentir de nouveau cette excitation, ce pouvoir un peu qu'on a en nous. Sauf quand on est comme moi, un petit peu peureux,
et qu'on se dit, j'ai peut-être été un peu fort. Et effectivement, maintenant, je sais que si j'avais pris 6 pilules au lieu de 4, probablement, j'aurais peut-être fait un délire. J'aurais pu avoir des ça peut aller hallucinations. jusqu'au délire. Ah, bien sûr. Ce sont des molécules qui vont, effectivement, si vous en prenez trop, si vous êtes surdosé, vous pouvez aller au délire. Donc, pour que je comprenne bien, quand on a une concentration de dopamine, ça peut être extrêmement néfaste, en fait. Exactement, ça peut être extrêmement néfaste. Sur le plan physiologique, ça n'arrive jamais, si vous voulez. Ça n'arrive que lorsque vous prenez des drogues. Okay. Vous n'avez pas d'hyper-libération de dopamine de façon spontanée, sans un médicament. De manière naturelle. De manière naturelle. Lorsque tout va bien, vous avez effectivement des libérations qui vont activer le circuit de la récompense, et ce circuit de la récompense va vous faire vous sentir bien. Voilà. Mais c'est quelque chose qu'il faut manier avec beaucoup de prudence. Et ça, j'ai compris que j'étais à la limite de mes possibilités psychiques et qu'il fallait surtout pas que j'en reprenne. Donc, c'est à partir de cette histoire, de cette anecdote-là de votre vie, où vous vous êtes dit, OK, je vais m'intéresser de plus près à ce phénomène. Exactement, parce que là, je me suis dit, pendant un certain temps, je pensais que ces molécules créaient un état d'euphorie, mais qui ne correspondait à rien. Mais le fait que j'ai eu une très bonne note m'a fait me rendre compte que ça marche. Oui. Ça marche. Et bon, on sait maintenant, et c'est connu, qu'un certain nombre de jeunes cadres prennent de la cocaïne, s'arrêtent pendant le week-end, mais prennent de la cocaïne pour tenir le coup. Et cette cocaïne, en fait, c'est un peu la même chose que l'amphétamine. C'est le principe, c'est le même principe, c'est-à-dire que ça augmente la libération de ces catécholamines, dopamine, noradrénaline, ça augmente la stimulation des récepteurs et ça augmente le fonctionnement d'un certain nombre de structures dans le système nerveux central. Comment on reconnaît quelqu'un qui est justement dans cet état? C'est quoi? Il est super excité, il bouge partout? Oui. Il y a quoi? Il a de la midriase, c'est-à-dire que ses pupilles sont dilatées, oui. Il a les parties du nez qui sont serrées. L'exemple, c'est le coureur cycliste qui est mort, je me souviens plus de son nom, qui est mort dans un col, il était sous amphétamine. Hank Till était quelqu'un qui prenait beaucoup d'amphétamine et ça se voyait sur son visage pendant l'effort. Donc pendant très longtemps, c'était le mode de dopage classique des coureurs du Tour de France, c'est de prendre des psychostimulants de ce type-là, jusqu'à ce qu'on se rende compte que ça avait des conséquences sur le physique et sur l'avenir. Est-ce que cette molécule, l'amphétamine, si elle est bien utilisée, bien dosée, est-ce qu'elle peut nous transformer en super-humains avec des capacités cognitives vraiment supérieures, justement? Pendant un temps très court. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dopamine, si vous en prenez par la bouche, par exemple, elle n'arrive pas au cerveau. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une barrière entre le sang et le cerveau. Ah, intéressant. La barrière hémato-encéphalique. Donc la dopamine, si vous la prenez par la bouche, elle va aller se faire dégrader dans le foie, etc. Et elle n'arrivera jamais au cerveau. Pourtant, vous aviez pris des pilules. Alors j'ai pris des pilules, mais c'était pas de l'amphétamine, c'était pas de la dopamine, c'était de l'amphétamine. Et l'amphétamine, c'est de ça dont on parle. Oui. C'est une molécule qui est comme la dopamine, mais qui n'est pas de la dopamine et qui, elle, passe. Elle passe la barrière hémato-encéphalique. De la même chose que la même chose pour la cocaïne. D'accord. On a le même exemple avec la morphine et l'héroïne. La morphine passe très mal la barrière hémato-encéphalique, mais l'héroïne la passe très bien. Et elle passe la barrière hémato-encéphalique, elle va dans le cerveau et elle est transformée en morphine dans le cerveau. Et à ce moment-là, elle va agir exactement comme la morphine. Mais comme elle passe plus vite, elle a plus d'effet que la morphine. Donc c'est ça, c'est comme vous aviez une concentration d'amphétamine. Oui. C'est ce qui s'est passé un peu pour vous. Vous aviez l'impression d'avoir des super-pouvoirs. Exactement. Enfin, des super-pouvoirs, pas comme j'en ai pris 4. J'étais encore dans un état raisonnable. Oui. Mais j'avais effectivement une hyper-capacité de concentration. Et je dois dire que je me souviens encore du sujet de l'examen. Ah oui, d'accord. Donc, c'est pour vous dire, ça fait quand même un certain temps. Et donc, il y avait vraiment un état tout à fait particulier. Et puis, cette sortie avec 1 heure d'avance, qui est quand même pas mal, et surtout en chantant et en claquant des mains, en disant c'est la plus grande réussite de ma vie, c'était quand même à la limite de la normalité, quoi. Bon, ouais. Voilà. Vous n'avez jamais eu envie de retrouver cet état ? Quand même, qui peut être addictif. Je dois dire, j'ai eu très peur. Vous avez eu peur sur le moment? Sur le moment, pas vraiment, mais après. Après coup. Et vraiment, depuis, non. Je me dis, ça marche, ok. Essayons de comprendre comment ça marche, mais
mais non, pas pour moi. Vous Donc avez eu cette maintenant, présence d'esprit. c'est pas une présence d'esprit, c'est que je suis un peu craintif, c'est tout. Je me Ouais. suis dit, je sais pas ce qui va se passer, je préfère pas prendre de risques. Pour quelqu'un qui serait aventurier, par exemple, il aurait peut-être eu envie, justement, de Bien sûr. retenter l'expérience. Non, mais il y a énormément de gens qui le font. Hein. Il y a 300 000 personnes en France qui n'hésitent pas à reprendre de la cocaïne parce qu'ils ont vécu une expérience euphorisante, agréable, etc. Et qui se disent, bon, je peux recommencer, je verrai bien. Vous voyez, des gens qui se font confiance ou qui n'exagèrent. Peut-être qu'ils ont trop confiance, mais ça existe. Il y a quand même beaucoup de personnes qui prennent de la cocaïne. Vous avez dit 300 000 en France. Oui. C'est énorme. Oui. Qu'est-ce que ces personnes devraient absolument connaître au sujet de la cocaïne? Il y a plusieurs choses à savoir. C'est que ce qu'on ne sait pas, c'est avant de prendre de la cocaïne, on ne sait pas si on va devenir addict ou non. Est-ce que vous avez une idée du nombre de gens qui deviennent dépendants quand ils prennent de la cocaïne? Sur 100 personnes? J'imagine plus de 50% quand même. Eh bien non. En fait, il y a 12%. Oh. 12 à 15%, c'est-à-dire 85 personnes sur 100 qui arrivent à prendre de la cocaïne sans devenir addicts. C'est vrai? Oui, parce que le mécanisme est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. Même si la cocaïne, chez ces gens-là, va libérer la dopamine et la noradrénaline, ils ne vont pas forcément devenir addicts. Okay. Et non seulement ils ne vont pas forcément, il n'y en a que certains qui vont le devenir. Et ceux qui vont le devenir, eh bien, ils le sont en général pour des raisons psychiques qui dépendent de leur développement personnel. C'est-à-dire que ces systèmes de monoamine dont je vous parlais, dopamine, noradrénaline, sérotonine, c'est une sorte de trépied. C'est-à-dire vous avez 3 pieds, chacun contrôle les 2 autres. Okay. Donc, ce contrôle mutuel n'existe pas à la naissance. À la naissance, vous avez simplement les corps cellulaires qui sont là, et les terminaisons qui vont monter vers l'avant du cerveau vont se développer au fur et à mesure du développement de l'enfant. Okay. Et petit à petit, en fonction de l'environnement et en fonction de ce qui se passe par rapport à la famille, par rapport aux parents, par rapport aux frères et sœurs, ces systèmes vont se réguler les uns avec les autres. Et cette régulation, elle peut se faire parfaitement, moyennement, ou elle peut se faire très mal, dans le cas de personnes qui ont des traumatismes, qui sont dans un milieu socio-économique difficile, etc. Et donc, c'est au moment de cette régulation qui est un peu fragile, la cocaïne, la morphine, l'amphétamine vont entraîner une dérégulation complète. Quand on a un mental assez faible. Assez faible, c'est pas le terme, mais fragile. Fragile. C'est plutôt. Oui. Il y a une vulnérabilité, ce qu'on appelle une vulnérabilité à la drogue. C'est ça. Et il y a des gens qui sont absolument pas vulnérables, mais on ne le sait pas avant. Mais non, oui. Mais d'autres qui sont très vulnérables et on le sait après. Et on sait après, et alors là, c'est très difficile de s'en sortir. Parce que effectivement, si vous démarrez d'une situation un peu dépressive, ça veut dire, on le verra tout à l'heure, peut-être le circuit de la récompense est dans un état assez peu activé. Donc la drogue va entraîner une activation du système et une euphorie, un plaisir impressionnant. On a envie de s'extraire un petit peu de la réalité quand on fait ça. Tout à fait. On perd un peu le contrôle de la réalité. Et donc, on se retrouve dans une situation assez exceptionnelle, surtout quand on est très déprimé au départ. Si vous êtes en bonne forme, si vous sentez bien, si vous avez des bonnes relations avec l'environnement, le fait de prendre un peu de drogue, en fait, c'était ce qui s'est passé pour moi. Ça vous crée une excitation, mais vous dites, bon, ok, ça va, c'est pas mal, mais je reviens où j'étais bien avant, je veux pas. Vous voyez, donc, et toc, ça s'arrête. En revanche, si vous étiez très mal avant, vous n'avez pas envie de revenir dans cet état, et c'est là où vous aurez tendance à reprendre du produit et entraîner cette dérégulation entre les 3 systèmes. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans le cerveau à ce moment-là? Parce qu'on devient addict à quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe dans le système cérébral qui fait qu'on a envie de revenir à ça? Alors, ce qui se passe, c'est que, en fait, Wouah! Si je vous fais ça, ça veut dire que je vous ai activé votre système à monoamine, je vous ai activé votre noradrénaline. Alors, cette noradrénaline, elle sert à quoi? Elle sert à percevoir ce qui se passe dans l'environnement. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui vient d'arriver, ce bruit. De la même façon, la sérotonine, l'autre monoamine, va être activée et va protéger votre cerveau de l'activation due à la noradrénaline. Donc, les 2 systèmes sont ensemble. Ils sont couplés. Il y en a un qui contrôle, qui évite
que le cerveau soit saturé par l'information, et l'autre qui, au contraire, donne un maximum d'informations qui vient de l'extérieur. Ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble. Okay. Et le résultat de ce couplage, c'est d'aller donner une information à la dopamine qui, elle, décide des structures qu'il va falloir activer ou ne pas activer, si vous voulez courir ou si vous voulez penser. Oui. Donc on a 1-2, le couplage, puis le résultat de ce couplage, c'est la dopamine qui décide finalement. La dopamine, c'est le dernier maillon. D'accord. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup. C'est parce que, quoi que vous fassiez, vous faites bouger votre dopamine. Donc si vous êtes chercheur et que vous voulez trouver quelque chose, si vous voulez étudier quelque chose, vous avez intérêt à étudier la dopamine. Si on isole un animal de ses confrères, et chacun dans une cage, dans l'animalerie, ils ont à boire, à manger, tout ce que vous voulez. Ils peuvent s'entendre, ils peuvent se sentir, mais ils peuvent plus se toucher. Et ça, vous les laissez pendant 1 mois comme ça. Qu'est-ce qui se passe tout au bout va d'un bien, mois? et bien leur dopamine baisse. Et ils ont systématiquement une dopamine qui baisse. Ils ont un système de récompense qui se modifie. Et surtout, ils présentent, et c'est pour les chercheurs c'est très clair, ils présentent une hyperactivité locomotrice. Ils sont plus capables de se concentrer. Ils ont perdu la possibilité de focaliser leur attention. Donc le simple isolement, avec nourriture, je rappelle, nourriture, tout est bien, la température, tout est... Mais simplement, ils ne peuvent plus avoir de contact entre eux, eh bien, leur système va se modifier. Donc, vous voyez la sensibilité que ça signifie. Alors, on dit que certaines drogues peuvent créer une dépendance instantanée. D'abord, est-ce que c'est vrai, ça, dès la première prise, hein? Et si oui, quelles sont les drogues qu'il ne faut absolument ne jamais toucher? Chez certaines personnes, particulièrement les plus fragiles, les plus déprimés d'une certaine façon. Chez certaines personnes, eh bien, la première prise peut en déclencher une envie d'en prendre d'autres et déclencher une sorte de dépendance. Donc la première prise peut être fatale. Fatale, c'est pas le terme, mais dangereuse, très dangereuse. On ne peut pas dire. Alors, il y a des produits qui sont dangereux en tant que tels. La MDMA, l'ecstasy. L'ecstasy, MDMA, c'est un produit qui est dangereux en tant que tel parce que on sait que ça va créer des désordres centraux avec des difficultés. Enfin, on perd la régulation de l'hydratation, etc. Donc là, il peut y avoir des accidents. Il y en a très peu, mais c'est dangereux en tant que tel. Bon, mais il y a d'autres produits qui sont extraordinairement addictifs. Alors, le produit le plus addictif, il y a les 2 produits les plus addictifs qui existent. Lesquels? C'est le tabac, puisque 27% des fumeurs sont addicts. D'accord. Et le second, c'est le crack, c'est-à-dire la cocaïne fumée. Donc ces 2 produits sont des produits extrêmement addictifs. Ce qui ne veut pas dire que quand on en prend une fois, on va devenir addict, mais ce sont ceux qui vont donner le plus de facilité. Paradoxalement, l'alcool, qui est un produit qui est consommé de façon importante, 96% des gens ont bu de l'alcool, eh bien, vous avez entre 2 et 6%. D'accord. Ah oui, donc il y a une vraie différence. Donc il y a une vraie différence par rapport aux 27% du tabac. Qu'est-ce qui rend le tabac et le crack aussi addictifs? Quel est le point commun en fait entre les deux? Le point commun entre les deux, c'est leur effet sur le découplage des systèmes à noradrénaline et à sérotonine. Ce que fait le tabac, qui est très particulier, c'est qu'il y a dans le tabac évidemment de la nicotine, qui en elle-même, par elle-même, n'est pas un produit extrêmement addictif. Mais dans le tabac, il y a un certain nombre de produits, il y en a 8000, il y a 8000 substances dans le tabac, qui font que lorsque le tabac est fumé, il va y avoir dans la fumée des produits qui vont intervenir encore une fois sur les monoamines et qui vont faire que la nicotine plus ces produits qu'on appelle des inhibiteurs de monoamine oxydase, peu importe, mais qui vont faire que l'ensemble, la synergie qui existe entre cette nicotine et ces sucres qui sont dans le tabac, qui sont fumés, enfin qui sont brûlés dans le tabac, vont faire que le phénomène de découplage va avoir lieu. En fait, c'est la combinaison de ces 8000 éléments qu'on retrouve dans le tabac qui va créer... Alors, les 8000 ne sont pas indispensables, mais ce qui se passe, c'est que l'on sait depuis longtemps que les industriels du tabac ont repéré le fait que quand ils mettaient des produits sucrés dans leur tabac, ils ne l'ont pas fait pour ça au départ, mais quand ils mettaient des produits sucrés comme le chocolat, le miel, des produits de cet ordre-là, l'addiction arrivait plus rapidement. Ah d'accord. Et donc en fait,
la seule chose que les industriels du tabac n'ont jamais voulu faire, c'est retirer le sucre du tabac. Ah oui, je ne savais pas du Donc tout ça. ils acceptent de faire baisser les taux de nicotine, etc. Ils discutent C'est un là-dessus. leurre. Mais quand ils font baisser le taux de nicotine, ça n'a pas tellement d'effet. Mais du moment qu'ils gardent le sucre, ils Parce sont que tranquilles. toute la communication quand même autour du tabac est destinée sur la nicotine. Hein. On en parle tout le temps. Exactement. Ouais, c'est ce qu'on nous matraque en fait. Or, on sait que les fameuses chewing-gums à la nicotine sont des produits qui vont permettre d'augmenter le taux de nicotine, mais qu'au bout de 3 semaines, 84 à 90% des gens qui ont pris du chewing-gum à la nicotine rechutent. Au début, la nicotine va agir en synergie avec les produits que le fumeur a absorbés. Mais au bout de 3 semaines, des produits que ce fumeur a absorbés disparaissent et la nicotine se retrouve toute seule. Et quand elle se retrouve toute seule, elle n'a plus les capacités qu'elle avait en présence des inhibiteurs de monoaminoxydase. Les chewing-gums à la nicotine, c'est du bullshit. Alors, c'est une forme de bullshit. Bon, il n'empêche que certains en prennent et arrêtent de fumer. Moi, j'ai arrêté de fumer sans rien prendre. Comme 50% des gens qui ont arrêté de fumer. Ah ça m'intéresse. Quel a été votre processus alors? Mon processus, c'est un processus qui était idiot, mais je vais vous le raconter. Allez-y, oui. J'adore les vieilles voitures. Et j'avais une vieille voiture qui, tous les 40 km, elle s'arrêtait parce qu'elle chauffait. Il fallait attendre un peu et la relancer. Il fallait s'arrêter près d'une descente et puis je la relançais, hop, et je repartais. Et donc une fois, j'ai fait 200 km comme ça, où je me suis arrêté 4-5 fois. Et j'étais, à l'arrivée, j'étais complètement épuisé. Et là, je me souviens d'avoir pris mon paquet de cigarettes que j'avais dans ma poche en permanence et de l'avoir jeté dans le caniveau en disant « c'est fini, je ne peux plus continuer ». Alors, cette histoire, elle a une suite. J'ai raconté dans un congrès où on me posait la même question. On me disait « mais comment avez-vous fait pour arrêter de fumer ?» Et j'ai raconté cette histoire et le chairman, on était en Suisse, il m'a dit nous, en Suisse, on aurait changé de voiture. » Voilà. Vous avez fumé pendant combien d'années? J'ai fumé jusqu'à une vingtaine d'années, au moins 25 ans. Quand même, d'accord. Oui, en plus, mon père fumait la pipe, et donc à 14 ans, j'ai trouvé que c'était bien. Il y avait de l'Amsterdamer, donc j'ai fumé l'Amsterdamer. À l'âge de 14 ans? 14 ans. Tôt. Et mon père m'a dit, c'est un peu embêtant que tu fumes la pipe. Et j'ai dit, non, mais je vais bientôt m'arrêter. Et il m'a dit, c'est dingue. Un type à 14 ans qui va s'arrêter de fumer, c'est exceptionnel. C'est vrai. C'était idiot. Bon, et en fait, je fumais des demi-cigarettes pour essayer d'en prendre un peu moins. Et alors, la morale de cette histoire, c'est quoi, professeur Tassin? C'est qu'en fait, vous avez arrêté parce que c'était une question de volonté, un déclic? Non, c'est pas de la volonté, c'est une sensation. C'est-à-dire que je me suis brutalement rendu compte que ce tabac me créait une diminution physiologique, que j'étais épuisé par le tabac. Et donc là, c'est vraiment c'est une émotion, quoi. C'est l'émotion qui m'a dit on arrête tout. C'est l'émotion qui pousse à arrêter. Exactement. Alors, ce qui est amusant, et je suis pas le seul, c'est que j'ai donc arrêté. Et j'ai continué à rêver que je fumais. Et je me réveillais en me disant, je suis vraiment bête d'avoir recommencé à fumer. Et ça, cette aventure, si vous voulez, je pensais que j'étais un des seuls à qui ça arrivait. Ben non, pas du tout. Il y a beaucoup de fumeurs qui, en s'arrêtant, continuent à rêver qu'ils sont en train de fumer et qui sont assez désespérés de voir qu'ils continuent à fumer. En fait, ils avaient arrêté, mais ils pensaient en rêve qu'ils avaient repris leur cigarette. C'est quoi? C'est l'inconscient qui nous joue des tours? Bien sûr, c'est l'inconscient qui nous joue des tours. C'est-à-dire qu'il faut arrêter et puis on a cette impression comme ça que l'on va rechuter. Et alors, quel est le meilleur conseil que vous pouvez donner à une personne qui fume et qui aimerait tellement pouvoir arrêter? Alors, j'ai un conseil qui a marché. Il est très paradoxal, je vous préviens. C'est simplement, il faut chaque jour changer de cigarette, changer de marque de cigarette. Ah. Parce que alors, le principe est le suivant, c'est que c'est parce que j'ai travaillé un peu avec les industriels du tabac que je me suis rendu compte de ça. Les industriels du tabac fabriquent des tabacs extraordinairement précis en fonction des marques. Et ce que l'on fait quand on fume, si vous prenez une Marlboro ou quoi que ce soit, vous allez avoir en permanence le même goût et vous allez vous désensibiliser de la partie agressive du tabac. Car le tabac est agressif, indiscutablement. Et donc, cette agressivité du tabac, elle se désensibilise. Si vous changez de cigarette chaque jour, à ce moment-là,
sans diminuer votre consommation. Vous allez prendre conscience de cette agressivité, de cette agression dans les bronches, etc. Et là, petit à petit, vous vous rendez compte que le tabac est mauvais. Donc là, on en prend conscience de cette agressivité. Exactement. Ça nous procure de l'émotion parce qu'en fait, ça peut nous dégoûter, exactement. nous décevoir, voilà, nous fatiguer même. Et là, on se dit non, c'est bon, stop, j'ai envie d'arrêter. Oui, ça n'a plus aucun intérêt, puisque je n'ai plus de raison. Enfin, tout est contre le tabac. Mais ça, c'est l'astuce des industriels qui ont réussi à trouver des formules qui permettaient d'éviter cette agressivité. Mais ça, cette astuce, moi, je la connaissais absolument pas. J'en ai jamais entendu parler. Non, bien sûr. Encore une fois, on nous vend encore beaucoup les patchs à la nicotine, les chewing-gums, la cigarette électronique, tout ce genre de choses qui poussent justement ces industriels à vendre encore plus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, non seulement les gens ne savent pas qu'au bout de 3 semaines, leur taux d'inhibiteur de monoxydase a baissé. Hein, le fumeur a fumé et puis il prend sa nicotine. Mais en plus, il est déprimé par rapport à lui-même. C'est-à-dire que je suis en train de prendre des patchs ou de prendre du chewing-gum et malgré ça, j'ai encore envie de fumer. Donc il se dit, je vais jamais m'en sortir. Alors que si on leur expliquait, ça serait un peu différent. Alors, une grande idée reçue que vous avez corrigée, la dopamine n'est pas l'hormone du plaisir. Oui, alors c'est pas l'hormone du plaisir. C'est pas une hormone d'une part, c'est un neuromodulateur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais ce qu'elle fait, la dopamine, elle donne pas du plaisir. Qu'est-ce qu'elle donne, la dopamine ? Elle donne un équilibre entre différentes structures. Et en fonction de l'équilibre qu'elle va créer, eh bien, ces différentes structures font partie d'un circuit qu'on appelle le circuit de la récompense. Et en fonction de l'équilibre qu'elle va créer, cette dopamine, il y aura plaisir ou éventuellement déplaisir. La molécule dopamine peut aussi déclencher du déplaisir. Ah, d'accord. Et effectivement, si je vous donne un exemple, c'est l'exemple du viol chez le... Quand une femme subit en fonction de son psychisme personnel, il y a une activation très forte de l'amygdale. L'amygdale, c'est une des structures une des structures du circuit de la récompense. D'accord. Et normalement, dans une situation physiologique normale, à l'occasion d'une relation sexuelle, par exemple, le cortex va contrôler l'amygdale et va éviter les signaux de danger. Ce que l'amygdale envoie, c'est des signaux de danger. Après, l'amygdale a été activée de façon très importante et à l'occasion d'un rapprochement physique, cette amygdale va se réactiver de la même façon. Et la dopamine ne pourra plus rien faire. C'est-à-dire que l'amygdale sera activée et la dopamine ne pourra plus faire ce qu'elle fait d'habitude, c'est-à-dire créer une hiérarchie correcte entre les structures corticales et sous-corticales, activer le circuit de la récompense, il ne pourra plus être activé. Donc systématiquement, il va y avoir un phénomène de blocage du plaisir à l'occasion de cette réédition de rapprochement physique. Parce qu'il y a eu traumatisme et parce qu'il y a eu inconsciemment un élément qui va se mettre dans ce qu'on appelle le bassin attracteur. D'accord. C'est hyper intéressant. Déjà, moi, je ne savais pas du tout que la dopamine pouvait procurer aussi bien du plaisir comme du déplaisir. C'est-à-dire c'est un signal. Donc, il faut le voir comme un signal, en fait. Oui. L'exemple typique qui nous a donné du fil à retordre, si je puis dire, c'était une expérience de Wolfram Schultz à Lausanne, quand il était en Suisse. Il a mis dans la bouche d'un singe un petit cathéter avec, de temps en temps, il envoyait une goutte de jus de pomme. Du jus de pomme. Et le singe adore le jus de pomme. Donc, il a regardé et il a vu qu'à chaque fois qu'il envoyait une goutte de jus de pomme, hop, la dopamine était activée. Donc, le circuit de la récompense était activé. OK. Et puis, ce qu'il a fait ensuite, c'est qu'une seconde avant la goutte de jus de pomme qui arrivait de façon aléatoire, il a allumé une lumière rouge. Donc, il allumait la lumière rouge et une seconde après, toc, il envoyait la goutte de jus de pomme. Donc là, il fait une association. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au bout d'un certain temps, ce n'est plus la goutte de jus de pomme qui activait la dopamine, c'est la lumière rouge. Ah. Donc la lumière rouge activait la dopamine, et puis au moment où la goutte de jus de pomme arrivait, la dopamine ne bougeait plus. Okay. Le plaisir, si vous voulez, était déjà arrivé. C'est comme s'il avait déplacé le plaisir quelques secondes avant. Et puis la troisième expérience,
c'est qu'il envoie la lumière rouge, mais il n'envoie pas la goutte de jus de pomme. Alors on voit au début l'activation de la lumière rouge, et au moment où la goutte de jus de pomme aurait dû arriver, la dopamine s'arrête. Et là, il y a frustration. Ouais. Le singe est frustré, il est furieux. Il n'a pas eu sa récompense qu'il avait prévue puisqu'il y avait la lumière rouge. Et pendant un certain temps, on a pensé que c'était ça, l'addiction. Que c'était le fait que la dopamine ne répondait plus au moment. Or, ça dure un quart de seconde. Donc, et surtout, la goutte de jus de pomme, le jus de pomme n'a jamais été un produit toxicomanogène. Donc, on n'est jamais devenu addict à la goutte de jus de pomme. Ce qui prouve que cette expérience qui montre l'importance de la dopamine montre aussi que l'addiction va dépasser ce phénomène, elle va passer à autre chose. Donc en gros, le toxicomane, c'est quelqu'un qui est soumis à des pulsions. Et si vous donnez du talc à un cocaïnomane, quand il voit le talc, il a envie de prendre. Et cette pulsion ne va pas être contrôlée par l'autre monoamine, la sérotonine, et donc il va y avoir une pulsion insupportable, ce qu'on appelle le craving, c'est-à-dire le besoin absolu de prendre du produit. Et donc avec l'histoire du singe que vous nous avez racontée, ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est la frustration qui crée l'addiction ? Alors justement non, c'est que dans le cas du singe, il y a une frustration, mais c'est pas l'addiction. C'est qu'il aurait bien voulu en avoir, il est simplement frustré. D'accord, ça reste une simple frustration. Ça reste une simple frustration. Il n'est pas toxicomane, il n'est pas dépendant du jus de pomme. Hein. Quand on prend du sucre, on aime bien le sucre. Quand on prend du chocolat, on aime bien le chocolat. On est dépendant entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut prendre du chocolat et on a envie d'en reprendre parce que c'était agréable. Et puis on peut s'arrêter. C'est pas. Alors que quand on est addict, c'est totalement différent puisqu'il y a ce fameux découplage, c'est-à-dire que l'environnement devient insupportable. Il y a souffrance. Il y a souffrance, c'est ça. Il y a souffrance. Et ce que va faire le produit, c'est qu'il va, pendant un temps relativement court, permettre un recouplage du système. Et pendant ce recouplage, la souffrance va disparaître. Il n'y aura plus le plaisir. Le plaisir, il a disparu. Un toxicomane ne vous parle plus de plaisir, mais il vous parle de souffrance. Et celui qui est en souffrance, il a envie absolument d'avoir son produit pour sortir de cette souffrance. Mais celui qui n'a pas de sucre, parce qu'il a pris du sucre, il a envie d'avoir du sucre, mais il n'est pas en souffrance absolue. Il ne va pas faire des kilomètres. C'est très important ce que vous nous dites, professeur Tassin, parce qu'en fait, je me rends compte que même dans le langage commun, alors quand je dis que je suis addict au café, c'est pas vrai. Non, vous n'êtes pas addict au café. Parce que je ne suis pas en souffrance quand je ne bois pas de café. Exactement. C'est pas ça. Il n'y a pas de souffrance. Vous savez, un addict, c'est quelqu'un qui est très, très, très malheureux, qui est dans une situation dramatique. Il a compris que c'était mauvais pour lui, et bien qu'il ait compris que ce produit est toxique, il a envie de continuer. Donc, y compris au jeu, il n'y en a pas beaucoup d'addicts au jeu, mais ça existe, c'est de l'ordre de 1% de la population, mais ces addicts au jeu, ils peuvent perdre leur maison. Oui. Ils peuvent perdre leur maison tout en sachant qu'ils sont en train de la perdre. Et à chaque fois, ils continuent. Bon. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que les addicts au jeu, ce ne sont pas des gens qui sont arrivés dans un casino par hasard, ce sont des gens qui sont des fumeurs, dans 60% des cas, et ce sont des gens qui sont alcoolodépendants. D'accord. Donc, ils sont déjà, entre guillemets, découplés. Ils sont déjà pris dans le système. Et du coup, le jeu va leur servir de substitut, mais ils garderont leur addiction. Oui, il y a déjà un background, il y a déjà des mauvaises habitudes, addictions qui se sont mises en place. Ils ont déjà mis en place ce déficit régulationnel, si vous voulez. Bon. Et ça, c'est vraiment le gros problème, c'est de trouver une méthode pour recoupler les systèmes. D'accord, mais alors ce que vous nous dites, c'est qu'on ne peut pas devenir addict à la nourriture, au sucre, au sport. Comment est-ce qu'on devrait appeler ce phénomène alors ? Oui, je sais pas, il faudrait trouver un autre nom. C'est que c'est pas de l'addiction. C'est peut-être qu'on pourrait. Enfin, la dépendance, c'est pas non plus un très bon terme. Mauvaise habitude. Oui, c'est plutôt une mauvaise habitude. Oui, c'est des mauvaises habitudes qui pourraient être corrigées, mais justement. On confond un peu les deux phénomènes et donc si vous arrivez à soigner une faiblesse de cet ordre, en 2-3 mois, c'est que vous n'étiez pas addict. En résumé, l'addiction, c'est quelque chose qui se traite en 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est quelque chose qui est long,
qui nécessite un travail et qui est assez difficile à soigner. Alors, le gros problème des toxicomanes, c'est que par rapport à leur problème psychique, c'est qu'ils laissent tomber assez vite le travail psychique. Ils n'ont pas forcément envie de retrouver ce qui les a poussés, ce qui les a mis dans cette situation d'addiction. Et alors pourquoi on entend souvent en ce moment des termes comme ça, addiction au sucre, addiction au sport, addiction au café? Voilà, c'est quoi? C'est une tendance? Oui, c'est une habitude. Bon, alors le sport, ça peut être assez complexe parce que dans le cas du sport, si vous en faites beaucoup, vous allez modifier votre métabolisme. Donc le métabolisme n'est plus celui qu'il était avant le sport. Et donc quand vous arrêtez brutalement le sport, vous êtes mal physiquement. Vous avez une sorte de dépendance physique qui fait que vous avez envie de reprendre parce que c'est insupportable d'avoir ce nouveau métabolisme qui s'est mis en place. Et le sucre, c'est un peu pareil. Mais le sucre, il a une particularité, c'est qu'il va directement sur la dopamine. C'est qu'il passe pas par tout le système noradrénaline, sérotonine. Donc, il ne découple pas le sucre. C'est-à-dire qu'il y a le plaisir de l'activation du système de la récompense, mais si vous arrêtez, vous pouvez arrêter sans grosse difficulté. Donc ça, si vous voulez, c'est ce que je dis au point de vue 1 ou 2 mois. Si vous arrivez à vous traiter sur 1 ou 2 mois, vous n'étiez pas addict, vous étiez simplement accroché au sucre. Est-ce que vous pouvez nous donner une liste de produits qui créent vraiment de l'addiction, ce processus chimique qui se passe dans le cerveau et cette souffrance qui est engendrée? Donc je vous ai dit, il y a le tabac. Le tabac, le crack, c'est-à-dire la cocaïne fumée, la cocaïne, bien sûr, la cocaïne sniffée. Vous avez l'amphétamine qui peut être prise oralement. Vous avez l'alcool, vous avez le cannabis, et puis surtout vous avez les opiacés. Mais les opiacés, c'est-à-dire le fentanyl, la morphine, l'héroïne. Alors ça, c'est un peu spécial parce que il y a une autre forme d'addiction dans les opiacés. Ce n'est pas uniquement une addiction psychique, parce que là, jusqu'à maintenant, on a parlé de l'addiction psychique, c'est une addiction physique. Ah, qu'est-ce qui se passe physiquement? Alors, ce qui se passe physiquement, c'est quand vous prenez un opiacé, comme de la morphine, vous allez stimuler les récepteurs à la morphine, c'est normal, et comme ils sont stimulés, ces récepteurs à la morphine se rétractent, ils se rétractent. Donc, si vous continuez à prendre de la morphine, pas de problème, si je puis dire. Les récepteurs sont rétractés, ils continuent à transmettre leur information. Mais si vous arrêtez, à ce moment-là, vous avez des récepteurs qui sont rétractés. Donc le message qui devrait passer ne passe plus parce que le récepteur n'est plus sensible. Et donc il y a une dizaine de jours nécessaires pour que le récepteur puisse se ressortir de cette désensibilisation et redevenir normal. Et pendant ces 10 jours, vous avez une souffrance énorme. Vous avez des diarrhées, transpiration, douleurs, tremblements, etc. Et ça va durer entre 5 et 10 jours. Et ça, c'est la dépendance physique qui est particulière, qui est spécifique des opiacés, qui n'existe pas avec les psychostimulants comme l'amphétamine, la cocaïne. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on s'est débarrassé de la dépendance physique, on ne s'est pas débarrassé de la dépendance psychique. Ouais. Donc, c'est pour ça que les opiacés sont des produits encore plus dangereux d'une certaine façon. Mais ils sont encore plus dangereux, mais il y a des méthodes qu'on connaît, puisqu'on a des agonistes partiels, c'est-à-dire des produits qui vont intervenir un peu comme la morphine, mais un peu moins, donc qui vont effectivement diminuer les syndromes de manque. Ces derniers temps, c'est vrai qu'on entend beaucoup d'experts nous dire qu'il y a de plus en plus de consommateurs de drogue. Oui. C'est quelque chose que vous constatez aussi? Vous affirmez ça? Et ce qui est frappant et ce qui continue, c'est qu'il y a sans arrêt de nouveaux produits qui sortent. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris chimiquement la forme de la molécule qui est importante, il y a des laboratoires clandestins qui fabriquent les mêmes produits légèrement différents. Alors, ce qui est assez vicieux d'une certaine façon, c'est que le produit de base que les douaniers avaient repéré est interdit, et donc si on le prend, on arrête le dealer. En revanche, le nouveau produit qui vient d'être fabriqué, il n'est pas encore interdit. Parce qu'il faut environ 1 an pour analyser la dangerosité d'un produit. C'est ce que fait donc l'Observatoire européen des drogues. Et pendant toute cette année, le produit n'est pas interdit. Donc ils saisissent cette faille justement, ils jouent avec ça pour proposer des drogues différentes. Des drogues différentes. Passer entre les mailles du filet. Et qui, dans certains cas, sont extrêmement toxiques, voire même létales.
mortelle. Vous nous avez raconté votre expérience de jeune étudiant qui a pris des substances et qui vous ont permis de décupler vos capacités cognitives et d'obtenir une excellente note à votre examen. Est-ce qu'il est possible d'obtenir ces mêmes effets sans utiliser de drogue? Est-ce qu'on peut reproduire cet état de manière plus naturelle, moins nocive, j'ai envie de dire? La drogue en tant que telle, le produit en tant que tel, est extraordinairement puissant. Donc, retrouver exactement les mêmes sensations de façon physiologique, c'est peu probable et c'est d'une certaine façon heureuse. Parce que imaginez que vous puissiez retrouver ce que j'ai vécu donc, à l'occasion de mon baccalauréat, j'étais pas loin de l'hallucination. Ouais. Donc, si c'était possible, je pourrais me retrouver dans une situation de Ce serait pathologie. quoi le risque de ne plus faire la différence entre le réel et l'irréel? Oui, surtout d'avoir de voir des images qui n'ont plus de relation avec la réalité, ou alors avoir des voix qui vous poussent à aller faire quelque chose que, a priori, celui-là, il faut que vous l'éliminiez. Donc, on sait que les accidents très rares qui peuvent exister dans certains types de maladies mentales sont liés justement à des voix qui ont poussé l'individu à aller agresser son médecin ou le voisin dans la rue, quoi. Donc c'est pas forcément une bonne chose que je cherche, moi, à reproduire cet état-là, même si c'est avec des produits plus naturels. Non, il y a un produit qui n'est pas un produit, mais qui n'est pas très loin de ça, c'est l'amour. C'est effectivement, l'amour va vous mettre dans une situation d'excitation aminergique, monoamine, qui fait que vous allez perdre un petit peu de votre capacité cognitive. L'autre va devenir parfait et vous ne verrez plus ses défauts. Il y a l'histoire de Lady Chatterley. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, oui. Lady Chatterley qui en fait était avec un homme qui ne lui plaisait plus beaucoup et qui démarrait, enfin qui était pas en forme. Donc sa sœur l'a emmené chez le médecin et le médecin a dit physiquement tout va bien, mais en fait vous êtes déprimé, vous faites une dépression. Donc circuit de la récompense très bas. Et à ce moment-là, elle rencontre le jardinier, qui est un jardinier. Bon, mais cette relation qu'elle va déclencher ou développer avec le jardinier va très vite devenir extrêmement puissante par rapport à la situation de dépression qu'elle vivait. Et donc, elle va vivre un grand amour qui va lui faire perdre, d'une certaine façon... Perdre la raison. Perdre la raison, si vous voulez, ou elle va prendre des risques qu'elle n'aurait jamais pris. C'est quoi, c'est la nouveauté qui lui a plu? C'est la nouveauté, et surtout, c'est l'état physiologique que la relation avec ce jardinier a déclenché, qui a fait que l'ensemble de ces fonctions cognitives ont changé. Si vous voulez, on a l'exemple qui était l'exemple de base, qui est l'exemple des rats, à qui on a implanté en 1954, c'était Holtz et Milner, deux Américains qui ont implanté des petites électrodes dans le cerveau des rats. Et à la pointe de l'électrode, il y a juste une petite zone en fer métallique qui permet d'envoyer un tout petit courant. Donc ils ont descendu comme ça sur chaque rat une électrode un peu au hasard. Et puis ils ont donné la possibilité à ces rats d'appuyer sur une pédale pour s'envoyer un petit choc électrique. Ah, d'accord. Donc, ils sont aperçus qu'il y avait des rats qui appuyaient sur la pédale et qui n'y revenaient pas. Et puis, il y a d'autres rats qui appuyaient sur la pédale, qui sursautaient et qui, là, s'éloignaient de la pédale et ne voulaient plus entendre parler. Et puis, le troisième groupe, appuyait sur la pédale de façon régulière et n'arrêtait plus d'appuyer sur la pédale. Et ces rats arrêtaient de manger, arrêtaient de boire et mouraient en appuyant sur la pédale. Donc, comment on peut interpréter ça alors? Alors justement, ils se sont dit c'est parce que la pédale les empêche d'aller manger. Donc ils leur ont donné deux pédales, une pédale pour l'électricité et une pédale pour la nourriture et la boisson. Ils ont continué jusqu'à en mourir. Donc en fait, il a fallu 10 ans, 20 ans pour savoir exactement où se trouvait la pointe de l'électrode qui entraînait cette auto-stimulation permanente. Mais moi, j'ai envie de savoir. Eh bien, elle se trouvait précisément à l'endroit où se trouvent les neurones à dopamine. C'est là d'où tout vient. C'est-à-dire qu'en fait,
cette stimulation électrique faisait totalement disparaître tous les besoins physiologiques de l'animal. Donc, il préfère appuyer sur la pédale plutôt que d'aller chercher une boulette de nourriture. À ce moment-là, ce qui comptait uniquement, c'était la dopamine. Cette stimulation électrique chantait. Vous savez ce que ça veut dire, chanter? Chantait tout le passage en amont, tous les passages. C'est un peu du sucre. C'est le même principe que le sucre, c'est qu'il va directement sur la dopamine sans passer par le système. Donc, c'était une forme d'addiction, mais c'était pas de l'addiction. Vous voyez, c'était pas l'addiction au sens où si vous arrêtiez le courant, l'animal va très bien, il va manger, il va boire, il n'y a plus de problème, il meurt pas, il va plus du tout. Je comprends. Une fois. Donc il a le processus, il a envie de, lui, comme il réfléchit pas trop sur ce qui peut lui arriver, il continue à appuyer, mais il n'est plus dans une situation d'addiction. Or, à l'époque, il y a des liens qui ont été faits entre ce genre de phénomène et la situation d'addiction. Avec votre expérience et vos recherches, professeur Tassin, est-ce que vous êtes en mesure d'identifier une personne qui est sous substance? Ah oui, oui, certainement, mais pas de façon systématique. Mais il y a un certain nombre d'éléments, d'animateurs de la télévision, d'animateurs à la télévision dont il était assez clair qu'ils étaient sous substance. Des animateurs télé. Des animateurs télé, oui, qui prenaient un petit peu. Bah oui, c'est un métier qui doit être assez difficile, des animateurs télévision. Il faut être Moi, en je me forme. suis toujours posé la question, comment peut-on avoir autant d'énergie et d'entrain quand on fait des heures et des heures de tournage, même des fois toute une journée. C'est quand même assez inhumain, surhumain, j'ai envie de dire. Il y a sûrement des substances qui rentrent en jeu là-dedans. Oui, c'est des substances simples, donc les psychostimulants, donc la cocaïne, l'amphétamine, qui vont permettre effectivement de tenir le coup. Alors ça, oui, mais bon, et puis, ça dépend de la quantité, évidemment. Ceux qui sont sous alcool, vous aussi, vous êtes capable de les reconnaître. Mais comment vous les reconnaissez? Quels sont les éléments qui vous font dire que tiens, cette personne-là, oui, effectivement, elle est sous substance? C'est surtout la réactivité, la réponse très très rapide. Quand je pense aux psychostimulants, c'est-à-dire que il y a des gens qui le sont spontanément. Je ne vais pas donner de nom, mais il y a des gens qui le sont, et je ne sais pas s'ils en prennent. Mais en revanche, il y en a d'autres, je sais qu'ils en ont pris. Alors, je vais pas. Des hommes politiques aussi? Alors bien sûr, il y a la fameuse histoire de Shervan Schreiber, qui lui, qui était systématiquement sous psychostimulant et qui en a finalement souffert. Oui, évidemment. Et dans le gouvernement actuel? Non, je sais pas. Non, j'ai pas d'idée. Non, enfin plutôt, je veux pas me faire des ennemis. Pour savoir exactement, il faut voir les gens relativement près. Je vous dis en particulier, la midriase, c'est quelque chose que vous ne voyez pas à la télévision. J'imagine en plus que vous ne voulez pas vous attirer de problèmes, et ce que je peux totalement comprendre. Vous savez, des fois, j'ai mon petit côté un peu piquant. Quand on me connaît, on sait que j'aime bien des fois soutirer quelques infos comme ça. Mais oui, effectivement, je vois. Donc, c'est vraiment ces éléments de surexcitation, trop dynamique. Des réponses très rapides. Ok. Pupille dilatée. Et c'est quand même le propre de l'animateur. L'animateur de télévision, c'est ça ce qu'on lui demande. On lui demande d'avoir des réactions assez rapides. Donc il y en a qui l'ont spontanément, il y en a d'autres qui l'ont. Et quand ils ne l'ont pas, voilà. Et pour ceux qui ont cette tendance à se toucher beaucoup les narines, comme à sniffer, quoi. Oui, peut-être que ce sont des gens effectivement que ça chatouille un peu parce qu'ils en prennent de temps en temps, voilà. N'est-ce pas? Est-ce que vous savez s'il y a des experts comme vous qui collaborent avec des narcotrafiquants pour créer de nouvelles substances de plus en plus addictives? Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est pas des experts comme moi, c'est des chimistes qui ont effectivement toutes les nouvelles molécules qui sortent, sont des molécules qui ont été fabriquées pas par des experts académiques comme je peux l'être, mais par des chimistes hyper compétents. Oui,
bien sûr. C'est pas par hasard. Les nouvelles molécules qui sortent, c'est pas des molécules qui sortent comme ça. C'est parce qu'il y a des chimistes compétents qui ont trouvé... C'est quand même incroyable de se dire que des personnes qui ont fait autant d'années d'études mettent finalement à profit leur savoir-faire à des bandes de crimes organisés. Oui, sauf que... Pour créer des choses qui l'argent sont pas est là. vraiment... Il y a quand même l'argent. C'est quand même ça Oui, le but l'argent, de le nerf de l'opération. la C'est guerre. que si vous arrivez à trouver un produit qui se vend à des millions d'exemplaires, vous serez payé en conséquence. C'est ça. Même si c'est pour éliminer certaines personnes. Alors, je vous propose de passer à un sujet qui, je pense, va parler à de nombreuses personnes. Évidemment, le smartphone. Oui. Ce que j'aimerais savoir, professeur Tassin, c'est quand je scrolle sur mon téléphone, qu'est-ce qui se passe exactement dans mon cerveau? Pourquoi j'ai envie d'y rester des heures et des heures? Voilà. C'est un peu plus compliqué, mais on va faire l'effort. On verra si vous suivez. Je suis concentrée. D'accord. Il faut comprendre qu'il y a deux modes de fonctionnement dans le système nerveux central, dans le cerveau. Un mode qu'on appelle analogique, c'est-à-dire un mode qui va très très vite. Vous avez des informations, c'est 16 images par seconde. Toutes les 60 millisecondes, vous avez une image qui passe. Et puis un autre mode auquel vous avez accès, qui est le mode qu'on appelle cognitif. C'est-à-dire vous êtes capable de vous dire, tiens, il y a ça, il y a un stylo, il y a un smartphone, etc. Il y a quelque chose. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps qui, pour le cerveau, est extraordinairement long. C'est de l'ordre d'1 dixième de seconde. Mais ça prend, pour le cerveau, qui fonctionne par fraction de 10 millisecondes, 100 millisecondes, c'est 10 fois plus. Bon. Donc, ces deux systèmes sont en oscillation permanente. Donc, nous sommes en permanence entre notre système analogique, qui est le système de base, qui représente l'essentiel de notre fonctionnement mental, qui est celui de l'enfant, et puis notre système cognitif, qui est celui de l'adulte, qui s'est développé au fur et à mesure de l'âge avançant de l'enfant. Donc, ces deux systèmes font que, progressivement, l'analogique, qui était celui de l'enfant, va être recherché de façon plus ou moins consciente par l'adulte qui lui fait du cognitif de façon assez fréquente. D'accord. Et donc l'analogique va devenir une source de plaisir. L'analogique va devenir une source de plaisir. Alors l'exemple qu'on peut donner, c'est l'imitateur. Un imitateur qui imite Jacques Chirac devant vous et qui vous fait rire, qui vous donne du plaisir. Pourquoi est-ce qu'il vous donne du plaisir? C'est parce qu'il vous renvoie dans votre analogique. Vous avez écouté Jacques Chirac, vous avez entendu ce qu'il disait, vous l'avez écouté de façon cognitive, vous écoutiez un peu son message, mais vous n'avez pas vraiment écouté de façon analogique ses intonations. Ce que fait l'imitateur, c'est qu'il va repérer ces intonations et il va vous les ressortir. Donc il va vous renvoyer sur ce que vous avez entendu de façon analogique. Et ça va vous donner du plaisir. Il va faire appel à ma mémoire. À votre mémoire, mais pas n'importe laquelle. La mémoire analogique, pas la mémoire cognitive. Il va pas vous raconter ce que vous racontez Jacques Chirac, en fait. Il va vous raconter une autre histoire. Mais surtout, il va le faire avec sa voix, avec l'intonation qu'il a. Et c'est ça ce qui vous fait rire. D'accord. Vous voyez, c'est ce retour vers l'analogique. Alors, l'enfant, il fait de l'analogique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore ces modulateurs, ces fameux modulateurs dont je vous parlais. Ces modulateurs n'ont pas encore atteint leur cible. Ils vont mettre un certain temps, suivant le type de modulation. Ils vont mettre un certain temps pour faire du cognitif. Donc au début, l'enfant ne fait que de l'analogique. Quand vous lui racontez une histoire à un enfant, il va vous demander de la répéter. Pourquoi? Parce que vous allez le mettre en analogique. C'est son mode de pensée. Si vous faites une erreur dans votre histoire et que vous vous trompez, que vous partez dans une autre direction, il vous reprend et vous dit non, c'est pas ce que disait bon, il faut le reprendre. Ok. Et donc son plaisir, c'est cette répétition analogique. Ok. Je vois totalement, oui. Quand vous êtes un adulte, vous êtes en cognitif. Vous faites du cognitif. Et là, ce qui vous intéresse, c'est que l'histoire soit nouvelle. C'est qu'elle vous renvoie dans votre analogique. Et si je vous répète 15 fois la même histoire en cognitif, vous me dites arrête, ça suffit, c'est insupportable. Donc le plaisir, le cognitif, c'est pas du plaisir. Pour avoir du plaisir, il faut retourner en analogique. Alors maintenant, qu'est-ce que fait le smartphone? Il vous envoie en analogique. Pourquoi? Parce qu'il change. Il change en permanence d'image. Il vous envoie sur une nouvelle image. Il vous oblige
d'une certaine façon, à aller en scroller, à aller d'une vidéo à une autre. Une vidéo à une autre, de telle façon que vous n'avez même plus l'idée de ce qui est en train de se passer. Et c'est ça, c'est ce retour en analogique qui va vous pousser à continuer à le faire. Mais vous n'êtes pas addict. On n'est pas addict. Vous n'êtes pas addict, sauf si vous êtes un fumeur, sauf si vous êtes alcoolodépendant, sauf si vous avez pris de l'amphétamine, sauf si vous avez pris des produits. Vous voyez, vous n'êtes pas à proprement parler addict, vous avez un certain plaisir qui vous renvoie vers cette analogie. Comment on appelle ça alors? Une dépendance? Une mauvaise habitude encore? C'est encore une mauvaise habitude. Si celui qui a l'habitude de faire du smartphone de cette façon-là, si vous l'emmenez faire du tennis, il va pas s'arrêter au milieu pour aller se faire un scrolling. C'est vrai. Donc, alors en revanche, si vous êtes fumeur et que vous êtes addict au tabac, vous allez fumer à la fin du set, vous retournez fumer une cigarette. Ouais, je comprends. Vous voyez la différence? Ouais, mais c'est super intéressant et c'est très précis. J'ai jamais entendu qui que ce soit présenter en fait le circuit de cette façon. Moi, je connaissais pas du tout cette l'analogie et cognitive, ce qui se passait réellement. En fait, ce qui est important, on est addict au smartphone. Oui. En fait, ce qui est important, c'est que ce passage, nous sommes en permanence à l'état d'éveil. À l'état d'éveil, nous sommes en permanence entre analogie et cognitif. C'est deux oscillations permanentes. Mais ce qui nous fait osciller et ce qui contrôle le pourcentage d'analogique et de cognitif, ce sont les modulateurs. Donc, ce sont ces fameux modulateurs qui font que lorsque vous prenez un produit, vous allez basculer le système vers l'analogique. Et donc, vous allez donner du plaisir. Vous voyez? Donc, c'est ce retour, cette possibilité de faire basculer, c'est ça ce que font les drogues, c'est qu'elles donnent la possibilité au circuit de faire moins de cognitif et plus d'analogique, donc d'une certaine façon d'avoir du plaisir. D'accord. Mais la conséquence, c'est le découplage, et le découplage, c'est douloureux. Quand il n'y a pas de produit, c'est insupportable. Il y a une souffrance très forte puisque l'environnement devient insupportable, puisque vous n'avez plus la possibilité de contrôler les informations qui rentrent, puisque le système n'a plus cette protection qui contrôle les impulsions. Pour corriger cette mauvaise habitude, scroller sans cesse sur son téléphone, le conseil c'est quoi? C'est d'aller faire autre chose, de sortir marcher? Oui, de trouver un autre centre d'intérêt. En fait, c'est un manque de centre d'intérêt d'une certaine façon, le scrolling. Et puis ou d'arrêter de poser son smartphone et d'aller ailleurs. C'est pas une forme de grande volonté. Simplement, ce qui se passe, c'est que dès que vous n'aurez plus rien à faire, entre guillemets, vous retournerez sur le smartphone. Ouais, d'accord. C'est que si je n'ai plus rien à faire, tiens, je vais aller voir. Bon, c'est ça. Mais c'est plus, je n'ai plus rien à faire, donc je vais faire ça. Mais ce n'est pas, je suis en souffrance, je n'en peux plus, donc je vais faire ça. Okay. Quand on se lève le matin et que la première chose qu'on fait, c'est regarder son téléphone, ça c'est quelque chose qu'on dit beaucoup dans le podcast. Beaucoup d'invités ont cette mauvaise habitude du matin. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce qu'on n'a rien à faire le matin. Si, on a beaucoup de choses à faire, justement. On commence sa journée. Oui, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À quel moment est-ce que nous sommes en analogique pure? C'est quand nous dormons. Ah, d'accord. Puisque les modulateurs sont arrêtés, la plupart. Donc, là, c'est l'analogique pure. Et ce qui se passe au moment du micro-éveil dont on parlait tout à l'heure, c'est l'activation modulateur qui fait qu'il va y avoir ce qui était en train de se passer en analogique va brutalement passer en cognitif. C'est qu'en fait, ce qui se passe au moment du réveil, c'est que vous avez passé entre 5 et 10 heures d'analogique et peut-être que vous avez envie de refaire du cognitif. Et donc de savoir ce qui s'est passé, après avoir passé cette longue période d'analogique pure. D'accord. Donc le conseil en tout cas qu'on pourrait donner aux personnes qui prennent conscience qu'elles sont peut-être un peu trop souvent sur leur téléphone, c'est éventuellement d'être occupé. Voilà, c'est ça. D'organiser sa journée de sorte à se dire ok, j'ai telle activité à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Oui. Je ne laisse pas place en tout cas au vide parce que le smartphone va venir combler ce vide. Parce que cette circulation rapide d'informations, d'images, vous ramène à quelque chose qui est peut-être un peu régressive. Vous régressez dans l'état dans lequel vous étiez en tant qu'enfant, puisque en tant qu'enfant, vous étiez en analogique pure. Le nouveau-né, l'amnésie infantile, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais l'amnésie infantile, c'est le fait que vous n'êtes pas capable
de vous rappeler de ce que vous faisiez quand vous aviez 2 ou 3 ans. C'est pas parce que c'est vieux, et c'est pas parce que vous n'avez pas de mémoire, puisqu'en fait, vous avez été capable d'apprendre à marcher, comme beaucoup, mais vous ne souvenez plus de la chambre ou du lit dans lequel vous étiez à 2 ans. Bon, c'est parce qu'à cette époque, vous faisiez tout en analogique, et que comme tout est en analogique, vous ne pouvez pas, à partir d'analogique pur, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire du cognitif. Vous ne pouvez pas retrouver un élément qui n'a jamais été passé par le cognitif. Votre mémoire, vous ne pouvez l'avoir qu'à condition d'avoir fait du cognitif. C'est-à-dire que vous avez vécu quelque chose, vous l'avez renvoyé en analogique, et ensuite, lorsqu'on vous demandera de retrouver cette idée, ce que vous avez vécu, si vous l'avez vécu en cognitif, vous pourrez le refabriquer et le retrouver. Si vous l'avez jamais vécu en cognitif, c'est-à-dire pendant les premières années, vous ne pourrez jamais le retrouver. Professeur Tassin, est-ce que le circuit de la récompense fonctionne de la même manière dans le cerveau d'un homme et dans le cerveau d'une femme? Aucune idée, mais je pense que non. Actuellement, c'est la grande mode pour avoir des bourses de recherche, puisque presque tout ce qui a été fait jusqu'à présent, jusqu'à les 5 dernières années, 10 dernières années, a été fait sur des animaux mâles. Pourquoi? Parce que les animaux mâles n'ont pas de cycle et qu'on est à peu près certain qu'ils sont, disons, identiques. C'est pour cette question de cycle, justement, que je vous pose moi-même la question. Effectivement, on n'est pas fait de la même manière. Non, on n'est pas fait de la même manière. Et donc, maintenant, il est pratiquement plus que recommandé, voire même obligé, quand on propose des expériences pour être financé, d'avoir une partie sur des mâles, une partie sur des femelles, et avoir la possibilité de faire des comparaisons. Alors, souvent, il y a des différences. Les hiérarchies sociales, par exemple, entre les mâles et les femelles, les hiérarchies qui se créent entre les femelles et les hiérarchies qui se créent entre les mâles sont pas identiques. Vis-à-vis de certains médicaments, les femelles réagissent différemment des mâles, etc. Il y a des différences indiscutables. Alors maintenant, sur les circuits de la récompense précis, c'est plus difficile à dire parce que les recherches sont trop récentes. Les recherches sont très très récentes. Alors, par exemple, tout ce que je vous ai dit sur la dopamine, sur les expériences qui ont été réalisées sur le singe, c'est un singe, c'est pas une guenon. Les expériences sur les rats, c'est un rat, c'est pas des rats. Vous voyez, presque toute la base a été faite sur les masculins, sur des animaux mâles. Donc, il faudrait effectivement, ça devient plus ou moins obligatoire. Est-ce que vous, avec toute l'expérience que vous avez, les recherches que vous avez faites, vous avez tout de même identifié des différences, même si aujourd'hui ce ne sont pas des affirmations, mais des pistes peut-être de progression qui pourraient nous donner une idée un petit peu des différences qu'on pourrait avoir en fait entre l'homme et la femme? Oui, il y a les éléments évidents qui sont les hormones, c'est-à-dire que vous avez effectivement des sensibilités à la dépression qui peuvent être différentes entre les individus mâles et les individus femelles. Maintenant, vous dire exactement lesquels, c'est différent, mais ce que l'on sait, par exemple, c'est qu'il y a une structure dans le cerveau qu'on appelle le striatum, où il y a où les hormones, la progestérone, ont des effets importants sur la réactivité de l'animal. On voit qu'il y a des différences et c'est pour ça qu'on continue. Non seulement des différences, mais des différences qui vont dépendre du fameux cycle. C'est-à-dire que si vous voulez comparer des mâles et des femelles, vous devez arriver à ce que les femelles soient au même niveau de cycle quand vous faites l'expérience. Donc ça complique considérablement. Il faut voir que le chercheur, il essaye quand même de prendre les chemins les plus faciles. C'est pour ça qu'on a travaillé sur la dopamine de façon importante. C'est parce que précisément, comme je vous le disais, la dopamine, elle réagit à tout, ou presque. Donc, non seulement elle réagit à tout, mais en plus on peut la mesurer dans le cerveau, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de molécules. Est-ce que vous voulez nous dire que le chercheur évite les choses un peu compliquées? Exactement. Le chercheur a tendance il doit publier. C'est publish or perish. Il doit publier. Donc, tant qu'à faire, il faut publier. Maintenant qu'il y a une bourse en jeu, ça change la donne. J'ai même une anecdote à ce sujet, c'est que quand on a découvert le rôle de la noradrénaline dans l'addiction, on a envoyé notre papier à Proceedings of National Academy of Science aux États-Unis, qui est un grand journal américain, et ils nous ont répondu
On avait fait une introduction. Ils nous ont répondu, bon, les résultats sont intéressants, mais dans votre introduction, vous ne parlez pas de la dopamine. Donc, ils nous ont dit, refaites votre introduction. Faites votre introduction en parlant de la dopamine et après, on verra. Et donc, on a fait notre introduction. Ils ont dit, OK, on prend le papier. Il fallait absolument, comme il y avait de l'addiction dans le sujet, il fallait qu'on en parle. Oui, je comprends. La dopamine, c'est le sujet en tout cas la star. à traiter. C'est la star. C'est la star, et c'est la star pour les raisons que je vous ai expliquées. C'est-à-dire que, comme elle est le dernier maillon de la chaîne, évidemment, elle réagit à tout. Bon, quand même dans le monde de la recherche, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a du business, du lobbying. Bien sûr, c'est pas du lobbying, mais c'est vrai qu'il y a... c'est difficile de faire passer des idées nouvelles, ça c'est clair. L'idée, sur le rêve en particulier, faire prendre conscience aux gens que le rêve n'a pas lieu pendant le sommeil, mais au moment du micro-éveil, c'est-à-dire que pour rêver, il faut être réveillé. C'est insupportable pour un grand nombre de chercheurs. Parce que ça vient contredire les années de recherche qui ont été faites. Exactement, puisque il y avait ça remet en cause les premiers travaux, c'était Michel Jouvet qui montrait que que le rêve avait lieu pendant le sommeil paradoxal. Or, on sait maintenant de façon claire que le rêve n'a pas lieu pendant le sommeil paradoxal, ou en tout cas, de façon claire qu'il a lieu pendant d'autres phases que le sommeil paradoxal, éventuellement. Mais c'était en 1960. Donc, il y a encore des enseignants qui parlent de rêve pendant le sommeil paradoxal. Moi, je pense qu'on va vraiment se pencher sur un épisode 2 sur le rêve. Oui. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes, effectivement. Mais moi, ce que je retiens aussi, cette phrase dans le monde des chercheurs, il est quand même difficile de faire passer de nouvelles idées. Ah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est indiscutable. Je sais que vous faites beaucoup de choses, professeur Tassin. Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus aujourd'hui dans votre travail ? Bon, actuellement, ce qui m'enthousiasme, c'est qu'on a développé un médicament contre l'addiction. Ah, intéressant. Oui, c'est intéressant, c'est un médicament contre l'addiction à l'alcool. À l'alcool, d'accord. Donc, à partir de cette idée qu'il y a un couplage, etc., de créer, de donner la possibilité au cerveau de recoupler les systèmes monoamines dont je vous parlais. Donc, on a développé cette molécule. On a vérifié, c'est ces deux molécules en fait, et on a vérifié qu'il n'y avait pas d'effet toxique. C'est ce qu'on appelle la phase 1 chez l'homme. On l'a fait chez la souris, bien sûr, au début. On a vu qu'une souris qui était traitée pendant 5 jours par ce produit arrêtait de boire de l'alcool. D'abord, on l'alcoolise, on l'oblige à boire de l'alcool, puis elle devient dépendante, et ensuite on lui donne le produit, et elle arrête de boire de l'alcool. Oh, pauvre petite souris quand même. Pauvre petite souris, mais c'était quand même pas mal. Donc on s'est dit, on va le tenter chez l'homme. Mais il faut d'abord vérifier que l'homme, il supporte le produit. Donc on a fait ça, c'est la phase 1. Et puis on a eu la phase 2. La phase 2, c'est qu'il faut le faire sur 180 personnes. Donc il faut prendre 180 alcoolodépendants et leur donner le produit. Et ça coûte cher, il faut de l'argent, il faut 5 millions d'euros qu'on a réussi à avoir avec l'Europe, la banque industrielle. Enfin, on a réussi à avoir cet argent et on a fait l'expérience en phase 2 et l'expérience a marché. C'est-à-dire qu'on a eu une soixantaine de personnes qui ont arrêté de boire. Donc, c'était extraordinaire. Et l'idée, maintenant, ce qui m'enthousiasme un peu, c'est de le faire passer au niveau phase 3, c'est-à-dire il faut le donner à 1500 personnes ou 3000 personnes et de regarder si sur les 3000 personnes, personne n'a d'effets secondaires dramatiques et que ça continue à bien marcher. Et en l'occurrence, le problème actuel, c'est qu'il faut 30 millions d'euros pour faire ça. Ah oui. Donc il faut les trouver. Ça serait quand même une révolution, de pouvoir trouver justement un médicament qui permet de guérir parce que de l'alcoolisme. L'alcool, c'est pas fréquent par rapport à d'autres produits, mais il y a tellement d'alcoolodépendants. Le pourcentage est élevé. Le pourcentage est faible. Le pourcentage d'alcoolodépendants par rapport à ceux qui prennent de l'alcool est faible. Mais comme il y a tellement de gens qui prennent de l'alcool, le résultat, c'est qu'il y a beaucoup d'alcoolodépendants. Et sur le plan sociétal, accident de voiture, féminicide, vous avez violence en général. Donc, ce serait pas mal. Bon, l'appel est lancé pour les personnes qui nous écoutent. D'accord. Vous êtes à la recherche de Très bien, vous avez tout compris. Millions. Non, maintenant, il nous faudrait une vingtaine de millions. Vingtaine de millions d'euros. Ouais. Ok. On lance l'appel. N'hésitez pas à nous envoyer des mails, des messages. On prend tout. D'accord. On vous les transmettra. D'accord. Merci beaucoup.
Selon vous, professeur Tassin, dans 10 ans, quelles seront les nouvelles formes d'addiction que nous ne voyons pas encore venir aujourd'hui? C'est paradoxal ce que je vais dire, mais alors il peut y avoir des addictions à des nouveaux produits qu'on n'a pas encore synthétisés. Le cannabis, par exemple, en tant que tel, le tétrahydrocannabinol, il a très très peu d'effets addictifs. Mais ils ont commencé à développer des molécules qui ont des effets addictifs de plus en plus importants. Donc, ce qui est possible, c'est qu'à partir d'une molécule qui avait peu d'effets addictifs, mais qui avait des effets, dans 10 ans, il y ait des molécules extrêmement puissantes, très très précises, qui auront des actions terriblement addictives. Ça, c'est possible. Mais sinon, les mécanismes, ils sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que ça sera toujours le même phénomène. Oui, le cerveau humain, lui, reste toujours le même. Le cerveau humain sera le même. Et les produits vraiment addictifs seront ceux qui seront capables de faire ce découplage que je propose. Oui. Dans votre travail, est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle? Pour l'instant, pas du tout. Enfin, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle avec ChatGPT ou ces choses-là, en ce qui me concerne, pas du tout. Mais je pense que je suis trop âgé pour ça. C'est ceux qui ont, actuellement, c'est les trentenaires qui peuvent utiliser l'intelligence artificielle. Vous pensez? Je pense que c'est pas. Oui, déjà, moi, quand j'ai commencé à travailler, il y avait j'avais pas d'ordinateur. Vous vous rendez compte, l'arrivée de l'ordinateur, Mais vous y êtes mis à un moment donné. Je me suis mis. Puis, ça va faire pareil avec l'intelligence artificielle. Il faudrait du temps, je pense. Et c'est surtout, je me méfie un peu. Ah, c'est peut-être ça. Alors, ça dépend quel type d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui va analyser des radiographies, tout à fait confiance. Vous voyez, si je fais l'intelligence artificielle sur le rêve, par exemple, je pense qu'ils vont me sortir une quantité d'erreurs. Ouais. Parce que les données actuelles, les plus connues, que l'intelligence artificielle a intégrées, il va me les ressortir, et comme elles sont les plus connues, et qu'elles sont probablement fausses, les plus diffusées, et probablement fausses, je vais apprendre des tas de choses qui sont fausses. Or, vous? Moi, je suis persuadé que le rêve a lieu pendant les micro-éveils. Voilà, c'est ça. C'est que vous avez une approche du rêve qui est différente. Il faut être réveillé pour rêver. Le rêve naît du rêve, le rêve naît du réveil. Il faut être réveillé pour rêver. Bon, c'est pas ce qui est dans la littérature. Alors, il faut alimenter ChatGPT avec vos données. Exactement. Il faut le nourrir. Voilà. Et il faut surtout... Alors, le problème, c'est que ChatGPT, il va faire des statistiques. C'est-à-dire que s'il y a 12 personnes qui disent une chose et une personne qui dit autre chose, logiquement, ce qui va sortir, c'est les 12 personnes. Donc, même si elles sont fausses. Je comprends. Vous avez dit que la dopamine prise par la bouche se dégrade dans l'estomac. Oui. Donc, si un médecin vous prescrit de la dopamine en gélule, est-ce qu'on peut dire que ce médecin se fout littéralement de nous? Ah oui. Ah oui. Oui. Ça, je crois que... Oui. Il y a encore pire. Enfin, d'une certaine façon, parce que ça, c'est une vraie arnaque. C'est que, je vous ai parlé de la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine. Ces 3 molécules, elles existent dans le sang. Mais je vous ai expliqué qu'elles ne passent pas la barrière. Mais elles existent dans le sang. Donc, il y a des laboratoires qui mesurent les quantités de noradrénaline, dopamine et sérotonine dans le sang. Ce qui n'a aucun rapport avec ce qui se passe dans le cerveau. D'accord. Mais ils vont vous dire, vous n'avez pas assez de noradrénaline, vous n'avez pas assez de sérotonine. Donc, voilà. Et là, ça n'a aucun sens, en fait. Aucun sens, et c'est de l'arnaque absolue. Merci beaucoup, professeur Tassin, pour toute la valeur que vous avez délivrée, tous les conseils. C'était vraiment passionnant. Bon, vous le savez, on a un petit rituel dans le Manal Show. On finit toujours par une série de questions rafales. Ouais. Là, le but, c'est d'essayer de mieux vous connaître à travers des questions un peu fun et décalées. Ça ne dure pas très longtemps, 1 minute 30. Ah bon. Est-ce que vous êtes prêt à vous prêter au jeu ? Je me prête au jeu, on verra ce que je peux faire. C'est parti. Professeur Tassin, quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? J'arrête mon réveil. Parce que, en fait, c'est sur mon smartphone, donc j'arrête le smartphone. Sinon, il répète toutes les 5 minutes, il me réveille de nouveau. Voilà. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? Un qui m'a troublé beaucoup, c'est le Grand Monde. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? Je crois beaucoup à ce que je pense du rêve, mais sur France Inter, il y a un psychiatre qui a dit « Oui, Tassin, c'est un excellent chercheur, mais ce qu'il dit est faux sur le rêve. Mais ce qu'il dit sur le rêve est faux. » Voilà. Ça veut dire qu'il faut encore plus creuser quand on entend ce genre de choses. Que demandez-vous le plus dans vos prières ?
La santé, Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer? la Bretagne. Si vous pouviez inviter une personne à votre table pour déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous? Ah mais ça c'est personnel ça. Oui, c'est pour essayer de vous connaître justement, un peu plus personnellement. Jacques Glowinski. Vous le connaissez? Non. Non. C'était mon patron. Ah, Voilà. C'est celui qui était le professeur au Collège de France et qui m'a formé d'une certaine façon. quelles compétences aimeriez-vous développer et pourquoi? Alors, il y a deux choses. J'aimerais bien être champion de bridge, D'accord. mais pour l'instant, ça rame. Et puis, j'aurais être un bon tennisman, un très bon tennisman. Ça, maintenant, c'est un peu tard. Alors, vous faites beaucoup de choses et vous excellez dans beaucoup de domaines, mais dans quel domaine en particulier vous êtes totalement nul? Totalement nul, ben, je pense que c'est... Enfin, je considère que je suis nul en piano. En piano. En piano. En revanche, je vous en ai pas parlé, mais je chante. Et ça, je pense que je le fais pas trop mal. D'accord. Voilà. Bon à savoir. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser? Mais écoutez, jouer au bridge. Parce que dès que j'ai... Alors, ça fait partie de notre discussion, c'est que quand j'ai rien à faire, quand je suis dans le vide, je vais faire du bridge sur informatique, en ordinateur. Si vous aviez 100 € et pas 1 euro de plus, dans quoi les investiriez-vous? Des pièces de vélo. Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres? Le narcissisme. Quelle est votre Madeleine de Proust, quelque chose qui vous rappelle votre enfance? L'odeur de la maison de campagne. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité? Il faudrait leur demander, là, je pense. Je m'énerve pas souvent. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut? Je devrais m'énerver plus, oui. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir? Je règle mon réveil. Le fameux réveil. Le fameux réveil. En fait, je règle mon réveil et je charge mon portable. Voilà. Et enfin, la question signature du Manal Show. Quelle est la leçon apprise ces dernières années qu'on n'apprend pas sur les bancs de l'école? Ben, le fait qu'il y a certains progrès qui me paraissaient impossibles et je me suis trompé. Et en particulier le fameux Vélib. Je pensais que le Vélib, ça marcherait jamais. C'est vrai. J'étais persuadé que ça allait tout casser. Et ils ont essayé. Hein. Enfin, il y a eu des essais à La Rochelle qui n'ont pas marché. Il y a eu plusieurs essais qui n'ont pas marché. Et puis ici, ça marche. Voilà. Et j'étais sûr que ça ne marcherait pas. D'accord. Merci beaucoup, professeur Tassin. Je pense que c'est une excellente façon de terminer cet entretien. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que c'est un sujet passionnant que vous avez abordé avec beaucoup de pédagogie et vous avez délivré vraiment beaucoup de valeurs. J'aime beaucoup votre approche en tout cas. Merci. Donc je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Si on veut en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver? Ben, écoutez, le livre que j'ai écrit, Les coulisses du cerveau, chez Duno, l'inconscient aux commandes. C'est ça l'idée. Parfait. Voilà. Nous, on partagera évidemment toutes les références en description de cet épisode. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux? Non, alors pas du tout. Pas du tout. Mais il y a les mots du rêve aussi, les mots du rêve que j'ai écrit avec Serge Tisserand on mettra sur le PUF. On mettra évidemment le lien de tous les livres que vous avez écrits. Et alors, pas du tout les réseaux sociaux, pourquoi? C'est quelque chose parce que j'y arrive. Repousse. Parce que, oui, je pense que c'est quelque chose d'un peu dangereux. Enfin, il y a quelque chose d'addictif. Pas d'addictif, mais de voyeurisme qui me convainc pas. Et donc, voilà. Quand on l'utilise de la mauvaise manière, en tout cas, effectivement. Oui, mais même, je ne sais pas s'il y a une bonne manière d'utiliser les réseaux sociaux. Enfin, je connais tellement de gens qui en souffrent que, voilà. Donc, bon, si on veut rentrer en contact avec vous, alors? Le mail. Le mail, oui. Très bien. Voilà. Merci encore, professeur Tassin. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci beaucoup.